Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 5e épisode de la météo des marchés du vin réalisé en partenariat avec Business France. Nous poursuivons aujourd'hui notre tour des marchés européens après l'Allemagne, après la Grande-Bretagne, place à la Scandinavie et plus particulièrement la Suède et le Danemark. Deux marchés bien différents qu'il convient d'aborder en ayant des idées claires sur leurs différences. Et c'est ce à quoi nous allons nous atteler aujourd'hui. Au sommaire de notre rendez-vous, un point sur la situation globale des marchés internationaux, un éclairage économique et sanitaire sur les deux marchés suédois et danois, et deux grands entretiens avec deux importateurs qui connaissent leur marché sur le bout des doigts. Je me présente, je suis Marion Vivaldi, rédactrice en chef de Vitisphère. Et avant de commencer, nous allons prendre 3 minutes pour faire les présentations. Vous connaissez désormais les règles du jeu de notre petit rituel. Vous ouvrez l'outil questions dans la console à droite et vous vous présentez. Vous nous dites qui vous êtes, ce qui vous a motivé à participer à ce webinaire, où vous êtes situé, si vous connaissez déjà les marchés danois et suédois. Pour ceux qui ont des difficultés, sachez qu'Anna est là pour vous aider. Alors, n'hésitez pas à lui faire part de vos difficultés. Elle vous aidera par écrit à avoir le son et l'image. Alors, qui est là aujourd'hui? Jos van der Herve, bonjour. Vous êtes l'un de nos plus fervents supporters. Je crois que vous n'avez raté aucun webinaire. Nous avons Philippe Graff. Vous êtes vigneron dans le Minervois. Bonjour au Minervois. Thomas Etienne, vous travaillez pour Vinovali et le château de Kex, donc j'imagine que vous êtes dans le Tarn. Diego Sanchez, Diego a des problèmes, lui, pour avoir le son et l'image, donc il a besoin d'aide. On a Verlinden, Export Manager pour Provins Bordeaux, négociant bio. Et vous êtes présent sur les marchés scandinaves. Bienvenue à vous. Philippe Marx, vous travaillez pour Vinescence dans le Beaujolais. Et Anne Barouin, vous êtes directrice marketing du Château d'Étroit à Mercurey. Jérôme Rico, vous êtes actuellement à la recherche d'un emploi au sein de la filière et vous participez à tous nos webinaires. Bonjour à vous. Aurélie Momus, vous êtes Export Manager sur les pays d'Europe du Nord. Donc, j'imagine que vous connaissez très bien ces marchés et vous travaillez pour la Maison Ferrand. Bien, nous arrêtons ce temps de présentation. Je vous remercie à tous d'y avoir participé. J'espère que tout le monde est bien installé. Alors, c'est parti et sans plus attendre, j'accueille Adrien Boussard de Business France. Bonjour Adrien. C'est avec vous, Adrien, que nous allons nous intéresser à la météo des marchés du vin. Puis, nous allons partir au pays de Fifi Brin d'Acier et de Millennium avec Johan Lidby, CEO de Vinhandel, une société d'importation de vins et spiritueux. Et nous allons décrypter le fameux système Boulaguette, comprenez le monopole d'achat et de distribution des alcools en Suède. À sa suite, nous retrouverons Xavier Gras, directeur commercial de Oscar Davidsen et de Skjold Bourne au Danemark pour un point sur la situation du marché au Danemark. Vous nous parlerez notamment des stocks chez les distributeurs et de leurs conséquences sur l'activité du business. Puis ce sera à vous de poser vos questions. Pour cela, vous pouvez le faire soit par écrit, soit par oral grâce aux outils dédiés sur la console. Pour les questions écrites, ouvrez la console à droite de l'écran en cliquant sur la flèche, tapez votre question, indiquez éventuellement à qui elle s'adresse et envoyez. Je me chargerai de poser ces questions, éventuellement de regrouper celles qui portent sur un même sujet. Pour les questions orales, cliquez sur la main. Quand le voyant devient vert, la parole est à vous. Je voulais aussi vous dire que la présentation est d'ores et déjà téléchargeable. Alors, n'hésitez pas à cliquer dès maintenant pour récupérer le PDF. Bon, sans plus attendre, passons à la météo des marchés du vin. Adrien, a-t-on des changements de temps
sur nos marchés internationaux? Bonjour Marion, merci pour votre accueil. Effectivement, on a quelques changements sur ce mois-ci, alors moins que le mois précédent. Donc, je vais dérouler effectivement les différentes zones géographiques. Notamment, on va commencer au niveau des Amériques. Donc, pour l'Amérique du Nord, Canada, États-Unis, Mexique, on reste en note 3. Alors, le Canada, bien qu'il se rouvre tout doucement avec un déconfinement léger au 8 mars à Toronto, la situation est encore un petit peu compliquée. Au Québec, il y a encore un couvre-feu. Il y a la Colombie-Britannique qui a commencé à rouvrir ses bars et restaurants, mais avec une diminution de la capacité. C'est intéressant de parler du Canada parce qu'on va parler des pays à monopole, notamment des pays à monopole sur ce webinaire. Donc, le monopole a bien fonctionné au Canada et le e-commerce a énormément explosé, mais le Canada a pas mal de retard sur sa logistique et il y a quelques mois passés, ils ont dû même un peu diminuer le rythme des commandes via le e-commerce. Concernant les États-Unis, là également, la situation est encore pas très stable, on reste en note 3. La Californie, elle commence à se rouvrir un petit peu et elle autorise la restauration outdoor. Donc, il faut savoir que le nombre de cas Covid a quand même été diminué par 3. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Voilà, les restaurants à New York ont réouvert en intérieur, ils vont passer de 35% de capacité à 50% d'ici le 5 mars, donc c'était il y a quelques jours. Quelques bonnes nouvelles, mais bon, la situation reste très instable. À noter, vous avez sans doute vu dans la presse qu'il y a eu la suspension des taxes pour une période de 4 mois, le temps de négocier le conflit Airbus-Boeing. Il faut savoir que ça fait 17 ans que ça dure, donc je ne sais pas s'ils vont réussir à le résoudre en 4 mois. Après, il y a le plan de 1900 milliards de dollars qui a été approuvé par l'administration Biden. Et il y a le plan de vaccination Biden qui est 100 millions de vaccinés en 100 jours. Donc, les États-Unis voient toujours tout en grand. Au Mexique, il y a ce qu'on appelle la ley seca, donc c'est l'interdiction de la vente d'alcool dans de nombreux États, qui est sur des plages horaires en général. Ça varie en fonction des régions. Donc là aussi, au Mexique, c'est encore compliqué. Le Brésil, il n'a jamais eu de, donc on reste en note 2, il n'a jamais eu de mesures strictes de confinement. Ce qui impacte surtout le marché, c'est toujours le taux de change qui est quand même qui est vraiment diminué par rapport à l'euro notamment. Voilà, c'est un rythme en demi-teinte. Donc voilà, ça c'est pour les Amériques. Maintenant, on va passer du côté Asie. Donc pour l'Asie du Nord, notamment, je pense à la Chine, la Corée du Sud et Taïwan, on est toujours dans une épidémie maîtrisée avec traçage des cas, donc ce qui d'ailleurs permet de maintenir le CHR ouvert. La Chine, ça fait déjà plusieurs mois que la pandémie est maîtrisée. Il y a eu quelques cas sporadiques après le nouvel an chinois, mais qui ont été très vite maîtrisés. Corée du Sud et Taïwan aussi contrôlent toujours très bien leur situation et le CHR est ouvert. Maintenant, on va passer au Japon. Donc, le Japon, il y a un état d'urgence qui est maintenu jusqu'au 22 mars dans 4 préfectures composant Tokyo. Le CHR ferme à 20 heures. Et alors, le Japon, il a confirmé le maintien des JO dans tous les cas. Donc, ce sera quelque chose qui sera fait. Au niveau de l'ASEAN, donc, il y a 2 pays qui changent de note, à savoir la Thaïlande qui passe en 2. Donc, ils étaient en 3, mais maintenant ils passent en 2. Donc, après une deuxième vague en janvier 2021, la situation s'est beaucoup améliorée. Donc, on constate des flux de touristes thaïlandais sur plusieurs sites qui bénéficient aux hôtels et aux restaurants. De plus, fin février, le gouvernement a réautorisé aux opérateurs de food service de vendre des boissons alcoolisées jusqu'à 23 heures. Au niveau des touristes étrangers, ils pourront bientôt faire un transit via les aéroports en Thaïlande. C'est également la ville de Singapour qui passe en note 1. Donc, Singapour a très bien géré la crise Covid. Il y a très peu de cas et par contre, les touristes ne sont toujours pas autorisés à Singapour. Bon, les restaurants sont pleins, les consommateurs augmentent leur consommation d'aliments et d'alcool parce qu'ils ne peuvent plus voyager comme avant. Donc voilà, la vie là-bas est globalement normale, à l'exception du port obligatoire du masque et d'un maximum de 8 personnes par table dans les restaurants. Le Vietnam aussi, la vie est quasiment normale, mais les frontières sont complètement fermées. Donc il y a également une bonne gestion de l'épidémie, même s'il y a eu un petit retour suite aux têtes, au nouvel an vietnamien. Au niveau Australie, qui est une île également, on reste en note 2, donc c'est assez peu touché, mais dès qu'il y a des cas, ils reconfinent rapidement certaines zones en tout cas, et les étrangers ne sont toujours pas autorisés à y entrer, et les Australiens ils ont beaucoup de difficultés à sortir du pays.
On passe également à l'Europe. Avant ceci, juste pour l'Afrique, il y a eu peu de changements, mis à part la Côte d'Ivoire qui est passée en 1, donc où il y a une diminution des cas et il y a une réouverture des restaurants. Donc je crois qu'il y a une petite inversion sur les pays, mais voilà. Donc au niveau de l'Europe, on va finir par effectivement l'Europe. Les dernières choses qu'il y a eu au niveau des annonces, c'était l'Allemagne la semaine passée. Donc, il y a eu des assouplissements au niveau des mesures. L'autoconfinement responsable est prolongé jusqu'au 28 mars. Et les terrasses devraient rouvrir en théorie à partir du 22 mars. Donc, dans les lenders qui ont un faible taux d'incidence, à savoir inférieur à 50 cas pour 100 000 personnes. Au niveau du Royaume-Uni, vous savez que c'est toujours note 3. C'est également, ils sont confinés depuis début janvier. Il y a un rythme effréné de la vaccination. Ils ont plus de 20 millions de personnes vaccinées à ce jour. Donc la stratégie paye parce qu'il y a vraiment une grosse diminution des cas et il y a un plan de déconfinement en 4 étapes. Donc il y a eu les réouvertures des écoles depuis mi-mars. À partir du 12 avril, les restaurants-bars avec terrasse devraient pouvoir rouvrir. Le 17 mai, le CHR devrait réouvrir ses portes avec 6 personnes maximum par table. Et enfin, le 21 juin, si les indicatifs de la situation Covid le permettent, toute mesure sanitaire devrait être suspendue. Au niveau de l'Espagne qui était en 3, on repasse en 2 parce qu'il y a une baisse des cas depuis un mois et le CHR là-bas est ouvert jusqu'à 22 heures. Donc, bon, la situation sanitaire est toujours assez forte, mais moins que les mois passés. La Pologne, on va vers l'Est maintenant. Au niveau de la Pologne, également, on passe de 3 en 2 avec une réouverture des commerces non essentiels depuis début février et il n'y a pas de couvre-feu. Cependant, il y aura peut-être éventuellement un reconfinement possible. On ne sait pas comment la situation va évoluer. Enfin, on va terminer par les pays nordiques. Donc, le Danemark va rester en note 2. Il faut savoir que le CHR reste fermé jusqu'au 6 avril. Donc, on croise les doigts pour qu'il y ait une réouverture du CHR. Sachez cependant qu'il y a eu quand même une consommation assez forte via le e-commerce qui a bien fonctionné. Par contre, sur les pays nordiques, la Finlande, la situation s'aggrave. Donc, on passe de 1 à 2 avec notamment une fermeture des restaurants et des lieux publics. Et enfin, on termine par la Suède. Donc, il y a une bonne gestion de la crise globale car il n'y a jamais eu de confinement et pas de fermeture des lieux publics. La société, bien qu'au ralenti, ne s'est jamais vraiment arrêtée de fonctionner. Les Stockholmois, par exemple, soutiennent l'économie locale, les restaurateurs et ont envie de se divertir. L'ensemble du secteur CHR reste ouvert avec simple restriction sur la vente d'alcool après 20 heures. Il y a des bonnes performances du monopole d'État dont les ventes progressent à 2 chiffres. Donc maintenant, voilà, en gros, pour ce petit tour très rapide de la météo export, vous pouvez avoir une situation de Covid par pays sur le site teamfranceexport.fr, n'hésitez pas à y aller. Maintenant, je vais passer effectivement sur un petit focus sur le Danemark et la Suède. Voilà, donc là, je voulais vous faire les importations totales de vin à 11 mois des principaux pays à monopole et également du Danemark, qui lui est un marché ouvert. Donc là, ce sont les volumes. Donc le Canada reste un des principaux importateurs au monde. Il est le 7e ou 8e importateur mondial sur les volumes. Et en fait, ce sont 5 marchés. Ils ont tous, en 2020, plutôt bien résisté à la crise. Donc, notamment, vous voyez, le Canada, il fait plus 7% sur les volumes, sur ses volumes. Les autres pays, on est sur la Suède, plus 3%, le Danemark, plus 2%, la Finlande, plus 6%. Et c'est la Norvège qui a énormément explosé avec un bond de plus 27%. Et en fait, ce qu'on peut observer, en tout cas sur la Suède, le Danemark, la Finlande, c'est des volumes qui sont restés globalement assez similaires depuis 2011. Donc évidemment, pour les pays à monopole, les ventes restent stables. La population, elle n'a pas augmenté de façon exponentielle. Donc finalement, ça reste assez logique. Alors, il y a juste un peu le cas de la Norvège, où il y a une grosse augmentation de ces importations de vrac et de bouteilles, mais également de vrac. Donc, est-ce qu'il y a une petite tendance qui va se poursuivre les années suivantes ou c'est juste pour 2020? On verra bien. Donc, maintenant, sur la
la slide suivante, je vais vous montrer les principaux fournisseurs du Danemark et de la Suède. Alors, globalement, à 11 mois 2020, sur les volumes, ce sont les Italiens qui sont les premiers fournisseurs, que ce soit de la Suède ou du Danemark. Ensuite vient, alors pour le Danemark, ce sera l'Espagne et ensuite la France, tandis que sur la Suède, ça va être la France sur les volumes en deuxième et ensuite l'Espagne. Et pour la valeur, sans surprise, ça reste la France qui valorise très très bien ses produits dans les deux pays, suivi de l'Italie et de l'Espagne. Concernant, là, on est du côté des importations. Si on regarde sur les exportations françaises, il faut savoir que en volume, la Suède est notre 9e marché et le Danemark le 13e. Donc sur la valeur, la Suède est le 12e et le Danemark 15e. Ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, il faut bien prendre en compte que les exportations directes vers ces marchés depuis la France ne reflètent pas les importations. Il faut savoir qu'il y a des plateformes de réexportation, notamment le Danemark est une plateforme de réexportation vers la Suède. Donc voilà, c'est un petit détail à savoir. Et sur la slide suivante, je vais faire un petit focus sur les types de catégories de vins qui sont importés. Alors, pour chacun des pays, j'ai fait deux histogrammes. Les importations globales mondiales du pays et enfin les importations des danoises, par exemple, des produits français. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que au niveau du Danemark, 50% des importations, c'est des vins tranquilles en bouteille. Après, on est quasiment sur le reste, on est sur du vrac. Ça peut être soit du bib de 2 à 10 litres ou alors du vrac super à 10 litres. Voilà, il y a vraiment le Danemark est un gros importateur de vrac et c'est aussi connu pour être il reconditionne le vrac en bib ou en bouteille. Ça, c'est au niveau mondial. Et au niveau de la Suède, alors là, c'est un petit peu différent. Donc, on est à peu près aussi à 45% d'importation de bouteilles, de vin tranquille en bouteille. Par contre, là, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est le bib. Ils importent pour presque 30% de volume de bag-in-box et également un petit peu de vrac. Et alors, il y a aussi la petite catégorie des effervescents dont je n'ai pas parlé. Je voulais surtout mettre l'accent sur les contenants. Alors, c'est là que c'est intéressant d'observer la différence avec les importations de vins français, que ce soit au Danemark ou en France, il y a quand même une très belle valorisation de nos produits avec beaucoup d'importations de vins en bouteille. Alors, sur la Suède, effectivement, il y a une importation directe de bib qui représente quand même 20%. Voilà, c'était effectivement pour vous montrer un petit peu la différence entre les importations globales mondiales et les importations françaises de ces deux pays. Voilà, j'en ai fini sur ce petit focus Suède-Danemark et je vais laisser parler nos intervenants qui pourront effectivement beaucoup plus vous éclairer sur le marché. Merci Marion. Merci beaucoup Adrien pour toutes ces informations et ces chiffres sur les marchés scandinaves. Nous allons tout de suite poser une petite question de sondage. Est-ce que vous travaillez déjà avec le monopole en Suède? Alors, on prend une petite minute pour poser la question qui doit s'afficher bientôt. Alors, je la lance. Voilà. Est-ce que vous travaillez avec le monopole en Suède? Juste pour savoir. Je vous laisse encore quelques secondes, mais manifestement, c'est le non qui est largement en tête. 75% voilà, près de 3/4 d'entre vous ne travaillent pas avec le monopole en Suède. Eh bien, Monsieur Lindby, je pense que votre intervention va être écoutée avec beaucoup d'attention. Vous êtes CEO de Vinhandel AB. Comme je le disais en introduction, votre entreprise importe des vins et spiritueux depuis 1999 en Suède. L'entreprise travaille aussi bien avec le monopole qu'avec le canal CHR. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur votre société? Bonjour Marion, merci pour votre accueil. Oui, écoutez, je pense que vous en avez fait un peu le tour. C'est vrai qu'on est une entreprise privée basée à Stockholm et qui travaille sur la totalité du marché et donc que ça soit
Système-Bolaget, qui est le monopole de revente à la clientèle particulière, ou le CHR, qui pour nous est une partie assez grande du marché, de ce qu'on fait. D'accord. Vous travaillez avec quel pays producteur? France, c'est notre plus gros fournisseur. Italie, je dirais deuxième. Allemagne, troisième. États-Unis, quatrième. Ensuite, on fait Australie, Afrique du Sud. On ne fait pas Amérique du Sud, pas pour des raisons de choix, mais tout simplement parce qu'on n'a pas trouvé de fournisseurs qui nous ont vraiment intéressés. Et sinon, c'est Europe avec Portugal, Espagne, mais c'est sûr que la France et l'Italie, c'est les plus gros marchés pour nous. Vos plus gros partenaires. Alors, quand on a préparé ce webinaire, on a dit il faut démystifier le système Bolaget. Système Bolaget, donc c'est le nom du monopole. Et on vous a chargé de nous donner les clés d'entrée de ce monopole. Alors, selon vous, que faut-il savoir pour travailler avec cette entreprise d'État? Voilà, je pense que c'est démystifier, c'est peut-être une bonne chose parce qu'il faut bien comprendre. Le monopole, c'est un mot qui stigmatise énormément. C'est un mot qui forcément est très négatif pour beaucoup de gens, y compris moi-même. Mais ce qu'il faut bien comprendre que Système Bolaget, qui est le nom commercial du monopole, représente la clé d'accès à la consommation particulière en Suède. C'est la seule manière légale de vendre du vin en Suède. Donc, je pense qu'il faut bien comprendre que quand on dit monopole, on dit clientèle particulière. Et j'entends souvent des producteurs qui disent, voilà, je suis intéressé par le marché suédois, mais je ne veux pas travailler avec le monopole. D'accord? On pose la question, vous voulez pas travailler avec le monopole, mais vous voulez travailler avec quelle clientèle? Oui, la clientèle particulière. Oui, donc il faut travailler avec le monopole. Voilà. Donc ça, c'est important de bien comprendre ça. Clientèle particulière égale système Bolaget. Après, système Bolaget, c'est forcément une entreprise importante, complexe, avec une manière de travailler qui est complexe puisqu'elle gère tout ce qui est vente de vin aux particuliers en Suède. Et c'est finalement le résultat de l'application d'une politique sociale suédoise. Et c'est un choix historique de la part de la Suède que j'essaye simplement d'expliquer. C'est pour des raisons de politique sociale qu'on a ce monopole en place. Et le but du monopole, c'est de distribuer les vins à la clientèle particulière en Suède à travers ses propres magasins. Il y en a à peu près 440 sur le pays. En plus de ça, il y a quelques lieux de collecte pour les je dirais, petites agglomérations qui n'ont pas de magasin de système Bolaget. On peut collecter ces commandes à travers des points de collecte, je dirais. Mais le but du monopole n'est pas de vendre le plus de vin possible, c'est de vendre de mettre sur le marché la demande qu'a les consommateurs particuliers suédois. Vous insistiez sur la transparence du monopole. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi c'est transparent? Si vous voulez, ils ont un modèle de travail qui est, comme je vous l'ai dit, complexe, mais qui est égal et équitable pour tout le monde. C'est-à-dire que tout importateur, parce qu'il faut aussi savoir que le monopole n'achète pas en direct à des producteurs, ils achètent à des importateurs. Donc, nous, en tant qu'importateurs, moi et mes 800 collègues suédois importateurs, avons les mêmes opportunités vis-à-vis du monopole, c'est-à-dire que le monopole ne va pas émettre de jugement sur le fait qu'un importateur soit petit ou grand, parce que le monopole ne va pas utiliser d'actions commerciales dans ses magasins, c'est-à-dire que ce qu'ils recherchent, c'est des produits bien spécifiques suite à un travail qu'ils font en interne où ils estiment les besoins et les demandes de la clientèle particulière suédoise et suite ensuite à un cheminement qui est tout à fait transparent et visible pour tous les importateurs, ils vont faire des choix à travers des appels d'offres. Et
nous, en tant qu'importateurs, on a donc la possibilité de savoir en amont ce qui va sortir comme appel d'offres tout au long de l'année. Et donc, c'est un travail qui est en continu et qui, pour nous, fait partie du quotidien de notre travail. Je pense que souvent, de l'extérieur, de l'étranger, le point de contact qu'a un producteur en France ou en Italie ou autre avec le monopole, souvent, c'est des appels d'offres qui leur sont envoyés soit par des agents, soit par des importateurs qui, une fois l'appel d'offres publié par du monopole, envoient, je dirais pas des milliers de courriels, mais presque, en demandant des offres. Voilà, ils sollicitent des offres. Et donc, en tant que producteur, je pense que ce qu'on voit, c'est un flux important d'appels d'offres. Et parfois, on répond et on se dit, voilà, mais c'est une espèce de loterie, on ne gagne jamais, on ne sait jamais rien ce qui se passe. Mais c'est parce qu'il faut travailler avec un importateur. Parce que c'est le travail de l'importateur de suivre le travail du monopole qui est tout à fait transparent. Et donc, il n'y a pas d'agenda commercial derrière, autre que référencer des vins suite à ce que le monopole a établi comme leur vision de la demande. Et je pense que c'est pour ça que c'est très important d'avoir un lien avec un importateur qui travaille tout au long de l'année. Parce que finalement, l'appel d'offres, quand il sort, c'est le résultat d'un travail de 18 mois. Donc, c'est un marché de long terme. On ne peut pas accéder au marché avec ad hoc et se dire, voilà, tiens, cette année, je voudrais vendre du vin en Suède. Non, parce que ce qui est référencé pour le mois de septembre, par exemple, cette année, ben, les appels d'offres, ils sont sortis déjà maintenant. Mais les appels d'offres qui sont sortis maintenant, ils sont le fruit d'un résultat, enfin d'un travail qui dure depuis 12 mois. Donc, il faut être toujours bien intégré dans le… Voilà. Et c'est l'importateur justement qui doit aider à pouvoir anticiper en fait aussi. Exactement. C'est à l'importateur d'être entre guillemets le lien entre le producteur et le monopole. Le monopole ne va pas… c'est son travail d'écouter ce que le marché lui propose et que le marché, c'est énormément les importateurs qui présentent des vins au monopole. Surtout cette année, quand il n'y a pas de voyage, il n'y a pas de salon, le travail de l'importateur est encore plus important. Sinon, dans les années, je dirais, non Covid, avec les grands salons de vin, bon, les acheteurs du monopole se déplacent, bien sûr, mais c'est un travail en continu et il y a donc, par exemple, 4 référencements par an de vins qui seront listés pour un minimum de 9 mois. Et ce qui est important de savoir, c'est qu'il ne faut pas attendre la sortie de ces appels d'offres pour se dire, voilà, maintenant j'ai envie de travailler avec le marché. Bon, il y en a un qui sera référencé. Mais si on veut vraiment faire le travail, il faut trouver quelqu'un avec un bon partenaire pour travailler sur le marché. C'est très important. Je vois défiler les questions. Je voulais juste préciser que en Suède, on ne peut acheter de l'alcool que dans le système Boulaguette et en CHR, pas en GD. En GD, il n'y a que des boissons avec un très faible taux d'alcool. Hein, donc, il n'y a pas de travail avec la GD. Voilà, pour clarifier les choses. Et d'autre part, c'est un monopole dédié au pays. Il n'y a pas c'est pas un monopole qui va travailler avec le monopole de la Finlande. Hein. Vous confirmez, Monsieur Lindby? Tout à fait. Parce que je vois des questions en fait, je sens qu'il y a des gens qui connaissent très peu en fait la Suède et la Finlande. Donc peut-être revenir sur le fait que donc le monopole est vraiment dédié au marché suédois pour deux types de pour la distribution aux particuliers, c'est-à-dire que le monopole a des magasins physiques dans lesquels les gens se rendent pour acheter leur alcool. Ils ne peuvent pas l'acheter ailleurs. Voilà. D'ailleurs, ça donne des queues le vendredi soir, etc. On prend son ticket pour aller commander son alcool. Voilà, c'est comme ça que ça se passe en Suède. Mais je crois que le Covid a un peu modifié les choses avec le développement de la vente par Internet. Le monopole a dû se mettre à ce nouveau type de distribution. Tout à fait. C'est quelque chose qui existait bien
qui existait avant, mais qui a été vraiment, je dirais, poussé par le Covid, dans le sens qu'ils ont dû ouvrir des nouveaux pôles de logistique pour pouvoir justement faire face à la demande des commandes en ligne. Et les commandes en ligne, ça se fait donc à travers le site du monopole. Le client particulier passe sa commande et peut choisir soit de se faire livrer chez lui à travers le monopole ou d'aller dans le magasin récupérer sa commande qui lui aurait été préparée. Mais ça, c'est quelque chose qui a vraiment pris de l'ampleur durant l'année l'année dernière, 2020. Et je pense que ça va continuer à se développer parce qu'on voit que ce soit le vin ou autre chose, la livraison à domicile de tout type de produit augmente et le vin n'est pas une exception en Suède, au contraire. Et je pense que les gens ont vraiment appris, maintenant ils ont compris que le monopole peut leur livrer également. Et c'est vrai que c'est toujours une ambiguïté entre le fait que le monopole ne doit pas pousser les ventes, par contre, doit être à l'écoute de la demande des clients. Donc, ils s'adaptent à la demande de la clientèle, mais c'est pas leur travail, c'est pas leur but d'essayer d'augmenter les ventes. Donc, c'est pas eux qui vont pousser les gens à commander plus. Au contraire, pour des raisons, comme je vous disais, de politique sociale, moins le monopole vend, entre guillemets, mieux c'est officiellement. Bon, après, c'est la clientèle qui définit combien elle va consommer. Et en 2020, les ventes au monopole ont augmenté du fait que les gens sont plus à la maison, ne sortent pas beaucoup moins en restauration, même s'ils sortent. Donc les ventes du monopole ont augmenté. Pour les vins français aussi, également. La France s'en sort bien en 2020. Une autre question, je vois des réactions qui disent bon, il est difficile de pénétrer ce marché, ça donne l'impression que c'est toujours les mêmes vignerons vins qui sont retenus par le monopole. Néanmoins, on connaît quelques clés d'accès au marché. On sait que le consommateur suédois est particulièrement attentif à l'environnement, ce qui se traduit par des choix de packaging, des choix de catégories de vin. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les attentes environnementales des consommateurs? L'année dernière, par exemple, au niveau volume, ça veut juste volume, le vin, plus de 30% des volumes de vins vendus au monopole l'année dernière, toutes catégories, ce sont des vins certifiés. C'est quand même une grosse partie, 30% des volumes. Ensuite, ça, c'est une chose que le monopole met en avant et pousse également, parce qu'il sait que les clients sont en cette demande, c'est des packaging, que ce soit en tétrabrique, que ce soit en bouteille PET, en plastique, bouteille légère pour du vin. Le bag-in-box est perçu comme un produit durable, un packaging durable, et c'est des choses qui sont mises en avant pour ces raisons-là. Et le monopole a vraiment une volonté de baisser son empreinte carbone et pousse, nous, en tant que fournisseurs, en tant qu'importateurs, les producteurs à mettre sur le marché des vins qui peut-être traditionnellement seraient uniquement réservés à de la bouteille verre en bouteille plastique, par exemple. Je sais que ça peut choquer, je sais que c'est des choses qui demandent une évolution mentale, moi, à moi-même aussi, mais on va dans cette direction-là parce que les clients demandent ce genre de packaging et souhaitent une empreinte environnementale plus douce. Et c'est les transports qui sont le plus gros problème de l'empreinte environnementale pour le vin, à part ce qui se passe dans la vigne, bien entendu, mais les transports sont vraiment le gros problème. Et c'est pour ça que les packaging, je dirais, légers sont mis en avant. Et ça, c'est quelque chose que le monopole également met en avant dans ses magasins. Il ne fera jamais d'action commerciale ou de publicité ou quoi que ce soit. Par contre, il va mettre en avant les bouteilles, les vins qui seront, par exemple, dans les bouteilles légères. Il va mettre en avant les vins qui sont en bio. Le monopole va indiquer que ce vin est bio, même si c'est sur l'étiquette, mais il va également le mettre sur ses étagères. Donc, ça pousse quelque part les ventes. C'est important. Du coup, oui, effectivement, le produit est mis en valeur dans le linéaire du monopole. On le voit plus que d'autres vins.
effectivement. Tout à fait. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit mot sur comment vous voyez la période post-Covid en Suède? Est-ce que des modes de consommation seront définitivement acquis ou est-ce que vous pensez qu'on reviendra à une consommation comme avant le Covid? Qu'est-ce qui, pour vous, comment vous voyez l'avenir en quelques mots? Bon, moi, je pense que les gens vont continuer à se faire livrer au domicile parce que une fois qu'on a acquis ce mode d'achat, on va continuer à se faire livrer au domicile, ça j'en suis sûr. Et comme le monopole ne livre pas à des points de collecte, entre guillemets, qui ne sont pas contrôlés par eux, les gens vont se faire livrer chez eux. Donc, ce qui est en plus un service, je dirais, de qualité, puisqu'ils se font livrer dans l'appartement quelque chose qui est lourd et donc, à mon avis, ce côté pratique va rester. Les gens vont continuer à ressortir en restauration, c'est sûr, parce qu'on attend ça. Et la restauration avait une très très bonne évolution en Suède. Bon, malheureusement, on souffre comme tous les autres marchés. Ça va revenir, c'est sûr. La France a une bonne position sur le marché suédois, surtout une très grosse part de marché en blanc avec 25% des ventes du monopole en volume, c'est des vins français. Deuxième marché pour les vins rouges, mais la France est le seul pays l'année dernière qui a pris des parts de marché en volume totaux sur le rouge et le blanc. Alors qu'il y a d'autres pays qui l'ont perdu en blanc mais repris en rouge. La France a pris des parts de marché en blanc et en rouge. Et je pense que on va continuer à aller dans ce sens-là. Les gens sont très intéressés par les vins français. Bien, merci beaucoup pour votre témoignage. Vous allez revenir avec nous au moment des questions. J'appelle donc Monsieur Gras. Bonjour. Xavier, vous êtes directeur commercial chez Oscar Davidsen et Skjold Bjørn. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur votre société? Oui, bonjour, bienvenue. Merci de participer au séminaire. Merci de m'avoir également donné la possibilité de m'exprimer. Merci à vous. Nous sommes un groupement qui est situé au sud de Copenhague. Nous sommes un groupement familial qui a été établi en 1947. Nous avons sur notre site à la fois du stockage et de la production, et nous avons 4 identités qui sont sous le parapluie de Tester Wine, qui est le nom du groupement. 4 divisions indépendantes, où nous avons une division qui s'occupe de tout ce qui est grande distribution et export, puisque nous faisons nous-mêmes de la mise en bouteille. Nous avons 6 unités d'embouteillage, bag-in-box et bouteille, où on peut monter à une capacité de 20 000 litres par heure. Et nous avons à côté de ça une division qui est sur la partie export et également sur le marché frontalier allemand et danois. Nous avons une 3e division qui est Skjold Bjørn, qui est une division avec une chaîne de cavistes professionnels, 35 qui sont franchisés, plus quelques cavistes indépendants à côté de cela, dont je suis responsable. Et enfin, la 4e division, qui est Oscar Davidsen, qui s'occupe à peu près de 1400 comptes CHR, qui est sur l'ensemble du territoire danois. Vous l'aurez compris, et un petit parallèle aussi, nous avons une activité également où nous réexportons sur les pays du monopole. Très bien, merci. Je vous fais quelques chiffres rapidement. L'activité, bon, en 2020, bien sûr, elle a été un petit peu réduite du fait du Covid. Nous avions en gros un chiffre d'affaires sur 2019 à peu près de 70 millions d'euros, qui était légèrement en dessous de cela, mais on s'en est bien tiré quand même sur l'année 2020. Et nous avons sur site une capacité de stockage de 6 millions de bouteilles que nous redistribuons sur l'ensemble des divisions. Et la production, comme je vous le disais, bag-in-box, on monte jusqu'à peu près 15 millions de litres par an. Nous travaillons sur tous les secteurs et nous importons des vins de l'ensemble des pays producteurs au monde. Donc, vous avez une vision extrêmement large et vous nous avez alerté sur les stocks chez les distributeurs. Oui. Durant cette période de Covid, donc les stocks ont augmenté. Vous pouvez nous en dire plus? Bien sûr, avec plaisir. Nous nous sommes retrouvés tous dans la même situation. Nous avons une fermeture très rapide de tout ce qui a été CHR au Danemark. Le CHR n'est toujours pas ouvert. Adrien tout à l'heure a parlé de la date du 6 avril. Elle n'est encore pas ferme. On a un Premier ministre qui vient de faire
un communiqué de presse qui va faire une intervention aujourd'hui. Donc, on attend un petit peu de savoir comment ça va être réouvert. On a des signes très positifs au Danemark, hein. Les écoles ont réouvert également. Mais on a eu cette situation à partir du 11 mars de l'année passée, c'est-à-dire un an hier. Les restaurants ont été fermés. On a eu une période de réouverture sur l'été 2020 qui nous a permis de passer un petit peu des stocks, mais on a la situation suivante. Beaucoup d'importateurs au Danemark, il y a plus de 1100 importateurs au Danemark enregistrés, restent avec des stocks qui ne sont pas passés. Donc, on est moins fragile dans la mesure où on a des activités diversifiées. Là, on a réussi à avoir un flow sur les stocks de produits, mais nous avons des concurrents ou des collègues, on les appellera comme on veut, qui effectivement avaient une activité principale sur le CHR, jusqu'à 80, même 100%. Et là, ce sont des sociétés qui se retrouvent avec des stocks qui n'ont pas réussi à avoir de roulement. Donc, on va avoir une situation au Danemark où le marché va devoir ingurgiter ces stocks pendant quelques mois. C'est ce dont je vous ai parlé, où on risque d'avoir un approvisionnement qui va être moindre le temps que ces stocks soient passés. Et c'est un petit peu les mêmes soucis que sur les marchés de confection de produits de vêtements de mode. Il y a les saisons qui jouent. Donc, comment est-ce que ça va être répercuté par rapport aux saisons, par rapport au blanc, par rapport au rosé? Comment on va arriver à gérer un petit peu tout ça? Donc, il risque d'y avoir un petit peu une période tampon sur les approvisionnements. Et oui, sur cet approvisionnement, et on voit le danger pour l'orientation des prix. Alors, par rapport au prix, effectivement, il y a un danger. Le danger, on peut tous le comprendre. Il va y avoir des prix qui vont être des prix cassés. Ça va être surtout fait sur la grande distribution, principalement. Et ça va être fait également sur tout ce qui est e-commerce. Le e-commerce a explosé, comme le disait Johan en Suède. On a pris d'un seul coup avec le Covid 5 ans d'avance sur le développement de l'e-commerce, des réseaux sociaux également qui relatent au e-commerce, et on va avoir une guerre des prix, ça c'est clair. Et on peut le dire aussi de notre côté, on a au Danemark une clientèle qui est très très bien informée. Les gens sont restés chez eux, les gens ont travaillé le télétravail, quelque chose qui est très développé au Danemark. Donc les gens ont eu le temps d'aller regarder un petit peu ce qui se passait sur les marchés européens, et on a déjà la sensation d'avoir des clients qui ont une attente très claire au niveau des prix, de ce qu'ils veulent payer pour leurs bouteilles, et ils savent que les pays producteurs restent avec des stocks énormes également. Donc il y a une attente un petit peu qui n'est pas dite, mais d'avoir des prix qui sont un peu plus intéressants. D'accord. Et donc, vous pensez que l'origine France doit se préparer à affronter ses concurrents principaux, l'Espagne et l'Italie, qui pourraient être mieux positionnés sur les prix? Alors, il y a différents éléments de réponse. Le premier, c'est que la France reste quand même principalement un pays gastronomique au niveau de la production des vins. Donc, on a effectivement une offre très importante de produits dans la grande distribution, mais ce qui est dans tout ce qui est réseau caviste professionnel ou en CHR et qui est produit français en appellation reste quelque chose de qualité. C'est pour ça que vous avez vu tout à l'heure, on a une très grosse importation de produits en bouteille au Danemark. Donc, on va être un petit peu moins sensible de ce côté-là au niveau CHR et au niveau caviste. Ça reste des belles appellations, les gens sont prêts à payer. Ce qui est au niveau de la grande distribution, c'est vrai que là, ça risque de jouer sur les importations du fait de la concurrence. L'Espagne et l'Italie, c'est clair. On en parlait internement la dernière fois, on reçoit des offres à l'appel de ces pays-là qui ont des problèmes de stock très très importants. Donc là, effectivement, la concurrence va être très rude. Pour tout ce qui est pays plus lointains, c'est moindre. Le Covid a eu de très très grosses conséquences au niveau des frais de transport, au niveau des douanes, et on se rend compte maintenant que le marché tout doucement revient sur un intérêt européen. On attend le CHR avec impatience, mais on sait qu'on va devoir travailler en flux beaucoup plus tendu avec tout ce qui est chaîne de restaurants, chaîne hôtelière. Et c'est vrai que pour nous, au niveau des approvisionnements, ce sera beaucoup plus intéressant de revenir sur les pays européens pour garder le contact et pour pouvoir avoir un flot tendu. Alors, une manière de se démarquer au Danemark, c'est de répondre également aux attentes fortes en matière d'environnement. Je crois que la législation au Danemark s'est précisée en rapport au label. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus?
Vous pensez au niveau écologie et Oui, par rapport recyclage? à la reconnaissance des labels bio, HVE, etc. Tout est marqué, effectivement. Au Danemark, il y a une transparence complète sur les étiquettes. On n'en est pas encore au niveau de la Suède, au niveau des volumes, mais c'est vrai que tout ce qui est écologie, tout ce qui est vegan, tout ce qui est en accord avec la nature est quelque chose qui commence à monter de façon très D'accord, forte. d'accord. Et le Mais BIB c'est vrai, tout aussi? doit être certifié. Également pour le BIM, mais ça reste encore en moindre, à la moindre échelle. Mhm. D'accord. Et comment vous imaginez la période post-Covid en matière de tendance de consommation? Alors, les tendances de consommation, on n'en est pas, pour faire un petit peu des parallèles toujours avec la Suède, puisque Johan l'a très bien expliqué, on n'est pas dans la situation où nous sommes obligés de livrer à des points de vente très spécifiques. Nous, on a la possibilité, on est un marché ouvert, donc on peut quand même se rendre dans n'importe quelle boutique, n'importe quel supermarché, n'importe quelle station essence, ou boutique de fleurs pour pouvoir acheter des vins. Donc, les gens vont conserver cette relation et l'aspect social dans la démarche d'aller chercher un produit chez un caviste ou dans une autre boutique. Et ça, on le sent déjà. Les magasins ont réouvert au Danemark. Les magasins de vins et de spiritueux ont été compris dans les magasins alimentaires. Donc, ils n'ont pas fermé pendant depuis la période de Noël. Mais on sent que les gens ont une envie et un besoin de retourner vers un contact physique et social. Donc, je pense que ça va rester. Ça, c'est indéniable. Par contre, en parallèle de cela, on a une explosion du e-commerce et je pense que on va avoir maintenant une situation qui va être un petit peu différente dans la mesure où les gens vont avoir une partie de leur consommation sur le e-commerce, mais vont continuer à avoir les produits de qualité et avoir le conseil dans les boutiques physiques. Donc, on est vraiment dans un cas au Danemark où on va s'orienter sur des modèles hybrides qui comprennent les deux choses, les deux canaux. Merci. On va passer aux questions et je vous en pose une tout de suite à vous, Xavier. Comment aborder la prospection au Danemark dans la période actuelle? Au vu des stocks et du dumping des prix attendus, les importateurs vont-ils continuer à se projeter et à penser et à s'intéresser à des nouveautés? Nous sommes commerçants. Le peuple danois est un peuple pragmatique, est un peuple de commerçants. Donc, on va très souvent dire aux gens on n'a besoin de rien, mais si l'offre est bonne et les prix sont là, on va toujours l'étudier. Donc, une offre structurée avec un niveau de prix correct, renseignez-vous, commencez à déjà regarder un petit peu sur le marché les concurrents principaux avec qui ils travaillent et sur quel niveau de prix ils sont pour pouvoir faire des offres qui sont très ciblées. Un Danois sera toujours prêt à regarder une offre si elle est ciblée, si elle est concrète. Si elle est vaste, approximative, ça ne va pas marcher. En plus, derrière, au niveau de l'approvisionnement, soyez prêts. Soyez toujours prêts à pouvoir répondre rapidement par rapport aux quantités disponibles, par rapport à l'embouteillage. Soyez prêts à avoir une réactivité par rapport aux étiquetages. Également, il y a des mentions qui doivent figurer en danois, obligatoires, sur les bouteilles. Donc, tout le pré-travail et une offre ciblée, ça devrait marcher. D'accord. Un petit plus, parce que Marion Metlin nous demande comment les fournisseurs peuvent vous aider en cette période et vous accompagner. Il y a d'autres messages marketing peut-être à tenir? Alors, le marketing est quelque chose qui a toujours très bien fonctionné au Danemark, mais on est, comme je le disais tout à l'heure, on a 1100 importateurs, beaucoup d'e-commerce maintenant, beaucoup. Je crois qu'il y a un petit souci de connexion, donc on va appeler Johan. Johan, vous aviez plein de questions. Est-ce que Johan est là? Voilà, vous aviez plein de questions. Alors, je prends par exemple une question sur la livraison à domicile. C'était une remarque d'Arnela Ramulik qui s'amusait du fait que la livraison à domicile augmentait et qu'en même temps, cette livraison à domicile augmentait l'impact carbone. Donc, voilà, sur un marché suédois intéressé à l'environnement, ça lui paraissait un peu
contradictoires. Alors, je cherche une question pour vous. Voilà, j'en ai une. Comment faire du marketing de la publicité à destination des particuliers en Suède? Est-ce que c'est possible? À partir de la France, où bon, le marketing est également très, comment dire, très réglé. C'est difficile de faire du marketing. On n'a pas le droit de mettre en avant, par exemple, des bouteilles de vin sur une même, dans un cadre de gastronomie, par exemple. C'est interdit. On n'a pas le droit de présenter un très beau plat avec une bouteille à côté. Et il faut que ça soit uniquement le produit, une photo du produit, par exemple. Après, on peut faire du marketing en ligne, mais nous, on le fait à travers nos canaux à nous et on essaye de travailler avec nos partenaires pour que eux ils le fassent directement de leur pays aussi. Mais c'est très, très réglementé. Mais ça peut se faire. Mais il faut, d'un autre côté, qu'il y ait un produit disponible sur le marché pour que ça ait un intérêt, bien sûr. Une question sur la HVE. C'est une productrice qui nous dit qu'elle est certifiée HVE, haute valeur environnementale. Est-ce que les consommateurs en Suède connaissent le label HVE? Je dirais malheureusement pas. On en parlait la semaine dernière, justement. C'est quelque chose qui, pour moi, est tout à fait dans la lignée de ce que souhaiterait connaître le client particulier suédois, parce que c'est de la durabilité, c'est une vision globale d'un produit durable. Et je pense que le consommateur suédois sera très sensible à ça. Malheureusement, la connaissance sur la HVE est très, très limitée, je dirais, malheureusement. D'accord. Par contre, je pense qu'il faut essayer de mobiliser pour la pousser. Alors, Bruno Comar nous demande, une fois qu'on a gagné un tender, comment perdure-t-on en rayon au-delà de la durée du tender? Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà ce que c'est qu'un tender? Je ne suis pas sûre que tout le monde connaisse. Donc, c'est un tender, c'est les appels d'offres dont on parlait, avec des référencements sur 9 mois pour ce qui est de la catégorie fixe. Donc, si on gagne un tender en référencement, il est établi au départ à l'avance combien de magasins va avoir ce vin sur ces rayons, quel type de magasin, si c'est des magasins plus hauts, je dirais dans une clientèle qui est orientée plus haut de gamme, ou si c'est des magasins qui ont plus une entrée de gamme, etc. Tout ça, c'est défini à l'avance. Une fois qu'on gagne ce référencement, vous allez donc être commercialisé pendant un minimum de 9 mois et au bout des 3 premiers mois de commercialisation, les ventes du produit sont évaluées et comparées aux autres vins qui sont dans la même fourchette de prix, qui sont définies. S'il y a des fourchettes de prix, par exemple, de 10 à 15 euros, par exemple. Donc, un vin français rouge de 12 à 15 euros va être comparé à tous les autres vins rouges de la même fourchette, que ce soit les vins chiliens, américains, allemands ou espagnols. C'est les ventes qui vont donc définir si le vin sera conservé dans l'offre du monopole ou pas. Et tout ça, ça se fait au bout de 3 mois. Le monopole commence à comptabiliser les ventes et il communique ces chiffres aux importateurs. Et donc, c'est à nous d'essayer de faire un travail, que ce soit de communication à travers des salons particuliers ou des dégustations ou autre chose, pour essayer de faire connaître le vin. Si c'est un vin nouveau, bien sûr, il faut du travail de fond sur le marché pour qu'il s'établisse. Et un travail avec la presse, bien entendu. C'est important. Il y a une question sur les vins liquoreux de Gilles Bourjade qui nous dit qu'ils ont eu un marché privilégié en Suède et en Scandinavie. Qu'en est-il aujourd'hui? Et est-ce que les Suédois sont toujours attirés par les vins sucrés? Malheureusement, je dirais non, parce que c'est la seule catégorie de vin qui a perdu des volumes en 2020.
alors que toutes les autres catégories de vins, que ce soit rouge, blanc, effervescent, rosé, ont une belle progression. Les vins liquoreux doux ont perdu une grosse partie des ventes. Et je pense que c'est pas entre guillemets, c'est pas le résultat du Covid, c'est tout simplement que le marché est beaucoup plus tourné vers le sec. Bon, je dis pas que c'est sec à la place d'un vin liquoreux, mais c'est vrai que le mode de consommation pénalise les vins liquoreux parce que les gens, on a vraiment du mal à trouver la clé pour développer les vins liquoreux, malheureusement. Une question je dis sur nous en tant que marché aussi. Une question sur la communication. Donc, il s'agit d'une entreprise qui vend déjà ses vins en Suède, mais qui voudrait améliorer sa communication produit. Quels sont les canaux à privilégier? Est-ce que il y a des personnes qui peuvent faire des réseaux sociaux? Est-ce qu'il faut faire un site internet en suédois? Qu'est-ce que vous recommanderiez? Ça, c'est le travail à faire en partenariat avec son importateur, bien sûr. C'est sûr qu'on voit que toute l'influence, je dirais, en ligne prend de l'importance. Et surtout en ce moment, lorsqu'on ne peut pas organiser de rencontres physiques, tout ce qui est communication en ligne a pris énormément je dirais, d'importance en 2020, sachant que la Suède est encore souvent à l'écoute de gens qui donnent des conseils, donc que ce soit des journalistes ou que ce soit des blogueurs ou autre chose, le Suédois écoute des conseils et souhaite être informé sur les vins pour l'aider à faire son choix. Et c'est pour ça qu'il faut avoir des communicateurs qui soient au courant de ce que vous leur proposez et ce que vous avez sur le marché. Ça, c'est important. Et un site en suédois. Dernière question, est-ce que vous pensez, c'est une question un peu d'ouverture sur l'avenir, est-ce que vous pensez qu'à court terme, il y aura un assortiment spécifique pour les commandes Internet chez le système Boulaguette? Il y a déjà une liste de commandes qui regroupe, je dirais, presque 10 000 produits, 10 000 référencements, ou voire même plus, que les importateurs peuvent mettre, si vous voulez, tant que c'est un produit légal à vendre et que l'étiquette suit les recommandations légales, le monopole ne va pas refuser le produit. Par contre, il ne va pas le stocker. Ce sera à l'importateur de le stocker et le client peut commander cette bouteille à travers le site du monopole. Et la différence, c'est qu'il y aura quelques jours de plus de temps de livraison, mais c'est quelque chose qui est déjà en place. Et donc, pour l'intéresser, pour les gens qui sont passionnés de vin, le marché suédois est formidable. Il y a un choix énorme. Par contre, le monopole, à mon avis, ne va pas mettre en place pour l'instant une catégorie spécifique pour ça, parce qu'elle existe déjà, mais elle est entretenue et créée par les importateurs et distribuée à travers le monopole. Merci beaucoup. Alors, c'est le moment de terminer ce webinaire. Malheureusement, on a eu un petit souci technique avec Xavier Gras, mais qui est à nouveau en ligne. Xavier, vous pouvez nous rejoindre, au moins pour dire au revoir. Et peut-être dire un petit mot si vous souhaitiez ajouter quelque chose d'important. Oui, je voulais juste très rapidement terminer la question où on a été interrompu. J'ai mon ordinateur qui m'a coupé parce que j'ai pas parlé comme il fallait de l'e-commerce apparemment. Donc, je voulais simplement dire pour l'aide, pour pouvoir rentrer au Danemark comme vous le demandiez, si le support qui est possible de la part des producteurs, c'est effectivement avoir un petit peu de matériel pour que l'on puisse faire la promotion de leurs produits. Mais ça en reste là parce qu'il y a déjà beaucoup de choses en marche. Tout ce qui est testing en ligne et compagnie, on en est submergé au Danemark. Les gens le font également du Danemark. Donc, c'est vrai que ce côté-là, on ne fait pas. Prenez des chances. Vous avez des possibilités dans la mesure où on a des produits et des très belles appellations en France. Et je pense que le marché gastronomique au Danemark va avoir vraiment besoin de réexploser après la fermeture. Il était en pleine croissance avant le Covid. Donc ça, c'est quelque chose qui va continuer et la France a une belle place à se faire.
Merci pour ce message positif. Donc, je voulais vous remercier, Xavier, Johan et Adrien, pour les informations que vous avez partagées avec nous. Merci à vous également pour toutes vos questions. Elles ont été nombreuses. Je n'ai pas pu toutes les poser, mais sachez que Business France va vous répondre par écrit pour ceux qui n'ont pas eu de réponse à leurs questions. Par ailleurs, si vous avez des propositions commerciales, merci de ne pas prendre contact directement avec les deux importateurs qui ont participé à ce webinaire aujourd'hui. Il vaut mieux passer par les agents de Business France qui vous orienteront vers les bonnes personnes pour accéder au marché, vous aider à mieux travailler et à mettre en place votre relance. Voilà. Ce webinaire sera bien sûr disponible en replay sur Vitisphère. Vous pourrez ainsi le partager autour de vous et sur les réseaux sociaux. Et dès demain, vous recevrez un lien pour le visionner à nouveau. Je vous rappelle également que la présentation est téléchargeable via la console. En quittant ce webinaire, un questionnaire va vous être proposé. S'il vous plaît, prenez quelques instants pour le remplir. Je sais que c'est un exercice un peu fastidieux, mais il nous aide à améliorer la qualité des contenus que nous vous proposons. Bref, vous y gagnerez. On se retrouve le mois prochain pour l'épisode 6 et nous nous envolerons au pays de l'oncle Salm qui a eu la bonne idée de nous réserver une super surprise vendredi dernier avec la levée des taxes douanières pour 4 mois. En attendant, je vous invite à faire Fika, une pause goûter gourmande qui est une véritable institution en Suède. En plus, en ces temps de carnaval, on peut déguster des semlor, une pâtisserie que je vous recommande. Restez savoir avec quel vin le déguster. À vous de trouver. Je vous dis à bientôt. Hej då!